Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview pour la saison 2021 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Panthers de la Floride, les Panthers de la Floride qui vont faire partie de cette division un peu étrange que je trouve qu'on appelle la division, je pense que c'est la division centrale si je ne fais pas erreur, là, qui est une division dans le fond qui va avoir des équipes autant de l'Est que de l'Ouest, mais un petit peu plus d'équipes de l'Est si je ne fais pas erreur, fait que ça va être une drôle de division. Ils vont jouer dans la division centrale, c'est ça, avec les Hurricanes, les Blackhawks, les Blue Jackets, les Stars, les Red Wings, les Predators, puis le Lightning. C'est une drôle de division. Mais ça va être intéressant à suivre. C'est des équipes que, dans certains cas, qui ne s'affrontent pas souvent, un peu comme la division canadienne. C'est des équipes qui ne s'affrontent pas nécessairement hyper souvent dans une année. Fait que bref, ça peut être intéressant. Bon, les Panthers. Les Panthers, c'est malheureusement pas une équipe qui est reconnue pour l'excellence année après année. Par contre, l'année passée, il avait quand même signé un entraîneur qui est un entraîneur reconnu au travers de la Ligue, qui a déjà gagné des Coupes Stanley, Joel Quenneville. Joel Quenneville s'amène avec l'organisation. On amène également un joueur vedette qui était Sergei Bobrovsky. On avait fait des changements. Il me semble que Stralman aussi est arrivé. Anton Stralman est arrivé l'année passée aussi dans la même lignée. On avait fait des changements dans le but que cette organisation-là devienne une équipe de play-off. Et encore une fois, l'année passée, saison en dents de scie, fin de saison catastrophique. Dans les 20 derniers matchs, je pense que c'était genre 17 défaites, 3 victoires. C'était ridicule comment c'était mauvais. On finit la saison écourtée 10e dans l'Est. On réussit à rentrer parce que c'est la structure un peu bizarre à cause de la COVID. On rentre dans la bulle, puis on se fait éliminer dans la phase qualificative contre les Islanders de New York. Bon, les Islanders ont bien joué, bon, c'est correct, c'est une équipe qui joue bien en unité. Et les Panthers, c'est pas une équipe qui jouait bien en unité. Donc, sur un point de vue offensif, on n'a pas été mauvais. On a marqué des buts, mais on a aussi accordé beaucoup. Et ça, c'est un gros problème. Puis notre gardien de but, Sergei Bobrovsky, a reconnu sa pire saison en carrière pour ce qui est de la moyenne à 3,23. Puis c'est sa deuxième pire saison en carrière avec une efficacité de 900. Ça a été difficile défensivement pour cette équipe-là. C'est une équipe qui ne jouait pas ensemble, puis c'est une équipe qui était un peu désorganisée dans son repli. Fait que ça a donné que l'organisation a eu des fois des très gros ups, puis des fois des très gros downs. Et ben, finalement, le résultat, c'est que c'est jamais winner à la fin de l'année. Là, l'organisation a pris des choix qui sont des choix plus trop drastiques pour un changement de mentalité. Ils ont été chercher ce DG-là, Bill Zito, que je ne connais pas vraiment ses antécédents, fait que je ne veux pas aller plus loin que ça. Fait que il était peut-être même dans l'organisation, en fait. Là. Mais ils ont décidé d'assigner Bill Zito au poste de directeur général et lui a décidé de changer la mentalité. Et il a fait plusieurs mouvements, ce qui explique pourquoi vous voyez un paquet de rouge. Le rouge, c'est soit des joueurs qui ont été cherchés pendant la saison morte, que ce soit une transaction, que ce soit signé aux agents libres, ou sinon des jeunes qui peuvent intégrer l'organisation, qui n'étaient pas dans l'organisation régulièrement l'année passée. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge dans cette équipe-là, ben c'est ça. C'est parce qu'ils essayent de changer la mentalité. Donc, ça, c'est toujours un peu touché. Là. Quand il y a trop de changements dans une organisation, là. Ah, d'accord. Donc, l'année passée, les Panthers de la Floride, c'est 35 victoires, 26 défaites, 8 défaites en prolongation, un total de 78 points. Une moyenne de 3,35 dans la Ligue, c'est la 7e meilleure attaque de la Ligue nationale. Mais une moyenne de buts accordés de 3,30, c'est la 28e équipe de la LNH. Fait honnêtement, très difficile de jeu défensif. Un avantage numérique à 21,3% et un désavantage à 78,5%, ce qui est quand même pas mauvais, ce qui est ordinaire, on va dire. Ils ont terminé à égalité à la 15e position dans la Ligue. Je dis égalité ici, c'est parce que c'est basé sur le pourcentage de victoires à cause de la saison qu'on a eue écourtée. Fait que bref, ils sont à égalité à 15e dans la Ligue. Au niveau de la conférence, 10e. Leur meilleur buteur a été Mike Hoffman, qui ne fait plus partie de l'organisation aujourd'hui. Ben, en tout cas, qui n'a pas été signé, j'imagine qu'il n'en fera plus partie. 29 buts l'année passée. Puis là, ils ont décidé, Bill Zito a décidé de laisser partir deux gars qui faisaient quand même. C'était des bons buteurs. Ils faisaient des buts pour l'équipe. Puis c'est une équipe qui avait une bonne moyenne de buts. Fait ils ont laissé partir Mike Hoffman, 29 buts. Puis ils ont laissé partir Dadonov, qui lui avait, je crois, c'était 25. Donc ils ont laissé partir à peu près 44 buts pour une saison écourtée. C'est beaucoup. Puis ils ont remplacé ça, pas nécessairement par des gars qui vont faire beaucoup de buts. Mais on a une présence physique qui est peut-être plus intéressante. Duclair, s'il reste sérieux dans son approche, c'est un bon joueur offensif. Mais c'est un gars que, généralement, il n'est pas très responsable défensivement. Puis c'est même avec une équipe qui a de la misère à être responsable défensivement, c'est rough un peu. Là. Alors, bref. Donc, meilleur buteur Mike Hoffman, 29 buts. Meilleur pointeur Jonathan Huberdeau, 78 points en 69 matchs.
Good job, mon Québécois! Meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Keith Yandel, 45 points avec un différentiel plus-moins de -2. Mais quand même, Ekblad n'est pas tellement loin, 41 points, 45. On n'est pas tellement loin. Puis il est plus solide défensivement. Dans le cas d'Ekblad, on a, je crois que c'était plus 12. Exact. Donc, 41 points plus 12 pour Aaron Ekblad. Peut-être plus complet et plus intéressant que Keith Yandel. Pas peut-être, il l'est. Point. Alors, je vous ai mis ici 2 jeunes qui pourraient faire partie de l'organisation sur une base régulière dès cette année. Dans le cas ici de Cirilla, si jamais vous êtes un fan des Panthers, ben, écrivez-moi, est-ce que vous pensez qu'il va signer? Parce que pour l'instant, il n'est pas encore signé. Donc, il ne fait pas partie de l'organisation, mais j'ai vu qu'il joue en Europe, excusez, puis qu'il ne joue pas dans la KHL, ce qui fait qu'il pourrait éventuellement revenir en Amérique du Nord. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas signé. Fait que, bref, je l'ai mis là quand même parce que c'est un gars on avait vu l'année passée dans la LNH, puis il avait bien fait quand il avait été là. Fait que je pense que si ils s'entendent avec lui, ça serait intéressant de le faire monter. On a le défenseur, l'ailier droit, Owen Tepet, 21 ans, choix de première ronde en 2017. Ce gars-là a connu une très bonne saison. C'était sa première saison professionnelle l'année passée dans la Ligue américaine et ça l'a bien été pour lui. Alors, ça a été le meilleur pointeur de son équipe dans la Ligue américaine. Il a été aussi le 6e, je crois. À égalité, le 6e meilleur buteur chez les recrues dans la Ligue américaine avec 19 buts. Fait que dans la Ligue américaine, Owen Tepet, à sa première année, il aura eu qu'en 46 matchs, 19 buts, 21 passes pour 40 points. C'est quand même très bon. C'est un gars qui est un gars à caractère offensif, un excellent potentiel. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je l'ai déjà mis dans mon organisation. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui le voient déjà dans la LNH parce que ça l'a bien été dans la Ligue américaine l'année passée. Je vois pas de raison de ne pas l'essayer dans la LNH dès cette année. Puis j'ai mis Alexis Cirilla. Lui, c'est parce qu'il avait joué quand même 9 matchs dans la Ligue américaine l'année passée, mais je ne le connais pas assez au niveau de sa personnalité. Alors, Cirilla, c'est un ailier gauche, 23 ans, je crois 3e ronde en 2015, mais il a fait 3 équipes déjà, puis il a 23 ans à bout de vierge. Il n'est pas vieux, là. C'est un gars qui a bien fait dans la Ligue américaine. Tu vois, l'année passée, c'est 48 matchs, 12 buts, 20 passes, 32 points. Fait que 32 points en 48 matchs, c'est quand même pas mauvais. Il a joué dans la Ligue nationale, 4 points en 9 matchs avec les Panthers l'année passée. C'est pour ça que moi, je pense que c'est intéressant, mais pour l'instant, il n'est pas signé. Fait que je ne sais pas concrètement qu'est-ce qui va arriver avec lui. Mais s'il advienne qu'il est signé, c'est un gars qui pourrait éventuellement être testé directement dans la LNH. Ensuite de ça. Ça, c'est un alignement ici qui est un alignement proposé. Je répète que les gars qui sont en rouge, c'est soit des gars qui ont été acquis par transaction ou signature pendant la saison morte ou vraiment en fin de saison l'année passée, ou sinon des jeunes qui peuvent rentrer dans l'organisation. Fait que le fait qu'on voit beaucoup de rouge présuppose qu'il y a beaucoup de gars qui ont besoin de s'adapter. Et ça peut être très problématique au niveau de la cohésion au sein du groupe. Ça va être à Joel Canville de bâtir vraiment une identité à ce groupe-là et de les réunir ensemble pour que rapidement ils soient performants. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Il y a trop de gars qui ont besoin de s'adapter. Jonathan Huberdeau, il n'y a pas de discussion. Là. Huberdeau, Barkov, c'est les deux meilleurs joueurs d'avant de cette organisation-là. Huberdeau, l'année passée, 78 points en 69 matchs. Une très bonne saison pour lui. Ça va bien pour ce qui est Jonathan Huberdeau. Barkov, 62 points en 66 matchs. C'est quand même pas mauvais non plus. Fait que ça, c'est tes deux gars qui sont tes deux gars les plus forts. On a été chercher ici Patrick Holmquist des Penguins de Pittsburgh, qui d'ailleurs avait fait, je pense, une photo Instagram, là, où tu voyais son stock des Penguins dans la rue. C'est assez cool ça. Dans son cas à lui, je pense que ce qu'on va chercher ici, c'est un gars qui a expérience, bien entendu. C'est un gars qui a connu la victoire. Mais c'est aussi une présence physique. C'est un gars qui est robuste et qui est fort physiquement. Fait que, je pense qu'on essaie d'aller chercher cet aspect-là parce qu'on a été chercher Holmquist et on a été chercher Gouda. Gouda, là, c'est pas le plus solide ni offensivement ni défensivement, mais il est fort puis il frappe. Fait que je pense que c'est un nouveau type d'identité qu'on essaie d'amener. Des gars peut-être un peu moins vedettes, un peu plus physiques. Alors non. Fait que bref, Holmquist, 32 points en 52 matchs l'année passée. Ça aurait pu être Brett Connolly, mais à cause de son expérience, je préfère mettre Holmquist première ligne. J'y vais avec Anthony Duclair à l'aile gauche. Écoute, 40 points en 66 matchs l'année passée, puis je le fais jouer avec Wannberg puis Tepet. Je me suis dit, on va mettre ceux qui ne se connaissent pas ensemble, parce qu'anyways, ils ont tout à s'adapter. Fait que tant qu'à ça, aussi bien qu'ils s'adaptent entre eux. C'est une drôle de logique, mais bon. On voit Wannberg ici comme étant le deuxième centre. Ça aurait pu être Acciari, honnêtement. Acciari, c'est un gars qui a fin vingtaine, je ne sais pas erreur, je pense qu'il a comme 27 ou 28 ans. C'est un gars qui n'a jamais été repêché. Très honnêtement, c'est un pas à la fois qui a réussi à monter. Puis, tu vois, il a connu sa meilleure saison l'année passée. Il a connu sa meilleure saison en termes de buts, en termes de points. Fait que,
ça aurait pu être Acciari comme le deuxième, mais on voit un potentiel peut-être plus intéressant offensivement par Wennberg. Alors Wennberg, lui, c'est 22 points en 57 matchs l'année passée, et je le fais jouer avec Owen Tippett. Parce que Owen Tippett, c'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, donc j'aimerais ça le voir sur le top 6. C'est sûr que si jamais c'est trop compliqué, ben à ce moment-là, on peut toujours le descendre pour faire monter Brett Connolly, parce que c'est sûr que si tu donnes trop de responsabilité à un gars qui aurait de la misère à en prendre, ça peut peut-être y nuire dans son développement. Fait que moi, je l'essaye dans mon top 6. Si jamais ça marche pas, ben je peux toujours faire monter Brett Connolly. On y va avec Vatrano aussi au niveau de l'aile gauche pour mon troisième trio, 34 points en 69 matchs, un ratio points par match qui est quand même très respectable, pas de problème avec ça. Acciari, 27 points en 66 matchs, a connu sa meilleure saison l'année passée en carrière. Mais comme je vous dis, c'est un gars qui n'a pas été repêché, puis il a fait étape par étape là, pour monter dans la Ligue nationale. Donc c'est un gars qui, franchement, au niveau du moral pour l'équipe, je pense que c'est un bel exemple. Et on a Brett Connolly ici du côté droit, 33 points en 69 matchs. Pas sûr qu'il serait content que je dise qu'il va jouer sur le troisième trio. J'y vais avec Lomberg, un gars qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine, en fait même je pense en totalité dans la Ligue américaine l'année passée. Il était avec les Flames de Calgary, ce gars-là. Dans la Ligue américaine l'année passée, 20 points en 21 matchs, donc il a très bien fait dans la Ligue américaine. Je le fais jouer avec Verhaeghe. C'est aucune idée comment prononcer son nom à lui. 13 points en 52 matchs l'année passée, je ne le connais pas beaucoup. Et Vinny Hinestroza, 22 points en 68 matchs l'année passée avec les Coyotes. Dans le cas de Hinestroza, c'est un joueur rapide qui a une vision défensive bien. On va pas dire excellente, on va dire bien. En termes de scratch, ben, comme je vous dis, j'y vais avec Sarella, mais Sarella il n'est pas signé, fait que je suis pas sûr pantoute qu'il va être là, donc je l'ai mis au cas où il soit signé. Et par la suite, ben, j'y vais avec Luostarinen et Lamamico. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est eux autres qui sont scratch actuellement sur le site de Cap Friendly. Fait que d'après moi, c'est eux autres qui devraient être scratch là, au niveau du début de la saison. En termes de défenseur, ben, ta structure top 4 n'a pas bougé. En tout cas, je pense pas qu'elle a bougé. Fait que moi, je maintiens ça comme ça. Wigger qui a 18 points en 45 matchs, que je fais jouer avec Aaron Ekblad, 41 points en 67 matchs. Une bonne saison pour Ekblad, honnêtement. Fait que c'est ton défenseur qui est selon moi le plus solide de cette organisation-là. Il faut qu'il soit sur ta première paire. Il est habitué de jouer avec Wigger. Fait qu'on y va avec ça. Keith Yandel, que j'appelle aussi mon électron, parce que ce gars-là, il n'y a pas de position particulière. Il se promène partout sur la glace. C'est terrible comment il n'est pas responsable défensivement. 45 points, 69 matchs l'année passée. Sauf que le gros problème avec Yandel, c'est qu'il vieillit déjà en partant. Et ce que je vois comme un gros problème, c'est que sa production en avantage numérique a descendu d'à peu près 50%. Ce qui est très problématique. L'avantage numérique est quand même bon, mais c'était ça, sa vache pis son lait dans la LNH. Là, fait que ça serait important que même s'il est rendu à comme 33 ans, je pense, ça serait important qu'il reprenne cet aspect-là de son jeu en main et qu'il retourne chercher le bout qui manque, mettons. Il va jouer avec Anton Stralman, 19 points en 69 matchs l'année passée. J'y vais avec Nutrivara, qui a été acquis pendant la saison morte, 9 points en 37 matchs l'année passée. Et puis Gouda, 15 points en 63 matchs l'année passée. Belle présence physique. C'est un top 6 qui n'est pas tout à fait coulé dans le béton, mais qui a des fortes chances de ressembler à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai juste un gars de coupé, et c'est Prisky. Dans le cas de Prisky, lui, il jouait dans la Ligue américaine l'année passée, 35 points en 57 matchs. Un défenseur à connotation offensive intéressant. Fait que ça pourrait être le fun de le voir dans la LNH si on veut essayer ça. Reste à savoir s'il va être capable de se faire un spot, mais ça pourrait être intéressant de le voir. Là, on y va avec les gardiens de but. Dans le cas des gardiens de but, honnêtement, ça a été une saison qui n'a pas été vraiment la meilleure pour Sergei Bobrovsky. Dans le cas de Samuel Montembeault, ça commence à être un peu compliqué là, son développement. Là. Fait que, bref, il n'est pas encore établi à LNH, puis ça serait le fun que ça arrive. Là. Fait que dans le cas de Bobrovsky, l'année passée, 50 matchs, 3.23 de moyenne, 900. 3.23, c'est sa pire saison en carrière en termes de moyenne. 900, c'est sa deuxième pire saison. Fait que ça n'a vraiment pas été très concluant. En même temps, il faut que l'équipe joue bien ensemble en avant. Fait qu'on va essayer de nouvelles choses, puis on donne la responsabilité à Joel Kenville d'arriver à un jeu d'unité avec tous ces joueurs-là. Et par la suite, j'y vais avec Drager, qui lui, 12 matchs l'année passée, 2.5, 938. Il a très bien paru. Et c'est ce qui fait que probablement que Montembeault va commencer dans la Ligue américaine. Mais ça se peut qu'on le voit. Ça serait possible qu'on le voit dans la LNH éventuellement. Alors, c'est mon preview pour ce qui est de la saison 2021 des Panthers de la Floride. Si jamais vous êtes un fan, est-ce que vous avez des joueurs que vous pensez qui vont s'établir dès l'année prochaine dans l'alignement que j'ai oublié, que j'ai pas mentionné là? Faites-le moi savoir au travers des commentaires si vous avez d'autres ajouts à faire aussi, parce que là, c'est une couple de personnes qui me mentionnent lui, il a été échangé depuis, puis ainsi de suite. Fait que j'essaie de faire mes devoirs le mieux que je peux. Ça se peut qu'il y ait des choses que j'ai échappées. Fait que bref, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Bien entendu, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, soit sur TikTok, Instagram ou Twitter, toujours HockeyFan514. On s'abonne à la chaîne, active la petite cloche, puis on se revoit très bientôt. Merci à vous là. Bye bye.